Bonsoir tout le monde. Mon Dieu Seigneur, je me vois dans les... je suis dans les nouveaux studios de la Genitalia ici dans la petite Italie sur Tout-Ce-Qui TV. Mon nom est Maxime Larue. Bienvenue à cet épisode 46 de Ciné-Rédemption. Ciné-Rédemption, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une tentative charitable de parler de cinéma, de vous faire découvrir, je l'espère, des films que vous n'avez pas encore vus, que vous connaissez pas, remonter à votre mémoire des films que vous auriez peut-être vus il y a des années, que vous avez envie de revoir, peut-être aussi vous faire réévaluer des films que vous aviez mal jugés. Bref, on essaie de parler positivement de cinéma. Et dans les derniers temps, je me permets de faire des recommandations. J'y vais par genre, puis je descends des listes de films que je pense que vous devriez avoir vus si vous vous intéressez au cinéma de genre. Alors, grosso modo, on dirait que je suis en train de parler je me spécialise dans les dissertations sur le cinéma de genre depuis quelques semaines. Et depuis 3 semaines, je m'enfonce, je m'égare, je vous parle de mon genre de cinéma préféré, c'est-à-dire le cinéma de western, le cinéma de cowboy, le cinéma du frontier, comme on appelle dans le jargon, hein, cette espèce d'esprit un peu conservateur américain, qui est un peu drôle là, quand on me connaît. Je suis plutôt une personne de gauche de qui cet esprit normalement me répugne, mais il y a quelque chose qui m'amuse là-dedans et je trouve que j'aime le cinéma d'aventure. Bref, j'adore les westerns. Premièrement, on remercie déjà aux gens qui sont déjà arrivés. J'ai vu que Lady Cat était déjà arrivée. Bienvenue. J'ai vu que Denis Laroche était là. Je pense que Boston Pat est arrivé. Bref, ça commence à rentrer tranquillement pas vite. Bienvenue à cet épisode 46 de Ciné-Rédemption. On vous rappelle que si vous ne pouvez pas être avec nous le vendredi soir à 18h sur les ondes de Tout-Ce-Qui TV sur la chaîne Twitch, vous pouvez nous réécouter en rattrapage sur patreon.com/Tout-Ce-Qui TV ainsi que toutes les bonnes plateformes de podcast dans les journées qui suivent. Et on appelle encore à votre solidarité, à votre aide, à votre incroyable participation pour faire connaître de plus en plus notre merveilleuse émission. C'est-à-dire, si vous avez l'occasion de nous donner 5 étoiles sur les différentes plateformes, de partager les publications de Tout-Ce-Qui TV pour tous les shows, tous les shows d'ailleurs, ou simplement d'en parler aux gens que vous connaissez. C'est toujours apprécié. Ça permet de faire grandir le podcast et moi, ça me motive à vous faire des excellents épisodes à chaque semaine. Donc voilà, on est dans notre 3e semaine où on parle de films de western. Cette semaine, on va... Bon, là, j'avais une discussion cet après-midi avec Martin parce qu'on dit comment qu'on appelle ça. Parce qu'il y a des films qui datent des années 80. Hein, c'est de moins en moins contemporain, les années 80. Même peu importe si ça nous fait de la peine de le dire, ça commence à de plus en plus faire de temps. On parle de 40 ans, hein, bientôt pour dans exactement, on est en 2025, donc dans 4 ans, les gens qui sont nés en 89 vont avoir 40 ans. Donc là, je veux dire, c'est ça. Voilà, le temps passe, le temps file, le temps s'écoule. Mais bref, on va écouter, j'appelle ça quand même des westerns contemporains parce que on part des années 80 et on remonte jusqu'à la première décennie des années 2000. Il n'y a aucun film de western, parce qu'il y en a quand même des intéressants. J'aurais pu faire quelques mentions honorables. Je pense à The Ballad of Buster Scruggs des frères Coen, qui est sur Netflix, qui est extraordinaire. Il y a quelques films des années 2020 qui auraient pu faire la cote. Malheureusement, il fallait que je me limite à 10. Je tiens quand même à dire que les films qui auraient pu faire cette liste sont les suivants, si jamais ça vous intéresse. Donc, ce soir, il ne sera pas question de Ballad of Buster Scruggs, mais ça aurait pu. Il ne sera pas question du film Wyatt Earp. Il ne sera pas question non plus. Attendez, j'ai fait une liste ici, je vais la regarder. Je vais me prendre 2 secondes pour la regarder quand même parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Drôlement, c'est peut-être la liste de films que j'ai eu le plus de difficultés. Ah oui, Desperado, hein, un film western
néo-western un peu de la trilogie du El Mariachi avec de Robert Rodriguez, malheureusement ne fera pas la cote, mais je vous recommande d'écouter ce film-là. Hostiles, un film que j'ai réécouté cette semaine de 2016 avec Christian Bale, qui est exceptionnel, a failli faire la cote. J'ai vraiment tergiversé longtemps, mais n'a pas fait la cote, mais je vous recommande vraiment de voir ce film-là aussi. Magnificent Seven, le remake avec Denzel Washington de 2018, il me semble, est assez exceptionnellement bon aussi, mais malheureusement n'a pas fait la cote. Legend of the Fall avec Anthony Hopkins et Brad Pitt, qui est une grande fresque épique du début du 20e siècle, du passage, le classique histoire de passage de la période Wild West à la civilisation en lien avec, puis tout ça dans une espèce de contexte de Première Guerre mondiale. Très bon aussi. The Hateful Eight de Quentin Tarantino n'a pas fait la cote non plus. A failli la faire. Un excellent western, un excellent huis clos, un excellent film de Quentin Tarantino. Il y a évidemment un film de Quentin Tarantino dont je vais parler ce soir sans vouloir gâcher de punch. Bon, là, maintenant, tout le monde sait lequel je parle, mais bon, c'est pas grave, on va avoir beaucoup de plaisir à en parler. Donc, 10 westerns contemporains. Je me suis permis... c'est sûr que les westerns contemporains, j'ai inclus là-dedans les néo-westerns, j'ai inclus là-dedans... les films hommages, il y a même des films de science-fiction de contexte western. Bref, c'est une catégorie qui est un peu plus éclatée que les autres. On est à une époque un peu plus éclatée que les autres. On est moins soit dans l'âge d'or ou dans un sous-genre très typé comme les western spaghetti. Qu'est-ce qui caractérise, à mon avis, le western contemporain? Le western contemporain, c'est d'abord avant tout une synthèse, à mon avis, souvent entre le cinéma western du Golden Age et le cinéma de western spaghetti. Donc, c'est des films qui vont vouloir rendre hommage à ces deux époques-là, qui vont vouloir mettre à l'écran ça dépend qui là, mais qui vont essayer de mettre à l'écran le meilleur de ces deux sous-genres-là du cinéma western. Donc, souvent, on va voir encore une fois des anti-héros, évidemment. On va voir ça va être des films qui vont être très violents, souvent. Ça va être des films dans lesquels l'action va être trépidante. Ça va être des films qui vont accepter de traiter de sujets qui sont difficiles, qui vont casser souvent avec l'espèce de vision héroïque du Wild West. Mais aussi, ça peut être des films qui font exactement l'inverse, c'est-à-dire qui vont pousser encore plus loin que certains films du Golden Age, la vision idéalisée qu'on a du Wild West, qui va mettre en scène des espèces de héros sans peur et sans reproche qui défendent la veuve et l'orphelin. Bref, on est vraiment dans une espèce d'époque où on essaie de mélanger les sous-genres, de rendre hommage un peu à tout, de relancer souvent le genre. Il y a des films là-dedans qui ont littéralement donné des nouveaux souffles aux films de western qui dans les années 90, a presque disparu. Fin des années 80 aussi, on faisait très peu de films de western. Il y avait un peu un essoufflement, si vous voulez, du genre, un peu comme le film de super-héros à notre époque. Bref, les western contemporains, 10 excellents films. Je pense que vraiment, on est à une époque où il se fait encore de très, très, très grands films de western. Il y en a là-dedans qui sont parmi mes préférés de tous les temps. Si j'avais une liste de 10 à faire de préférés de tous les temps, il y a au moins 3 des titres dont je vais parler ce soir qui se retrouveraient dans une liste de 10 si j'avais à mélanger tous les genres. Il y a là-dedans parmi des films qui sont mes préférés à vie. Bref, ça va être riche ce soir. Oh mon Dieu, je viens de regarder l'énorme télévision et je peux pas vraiment plus manquer vos commentaires maintenant. Je suis dans les studios de la Genitalia. Là, je suis entouré d'écrans. Je suis entouré de toute l'information. Martin veut faire un commentaire. Ben, j'ai pas le choix là, de parler parce que là, avant, Max, il était à l'extérieur de la pièce ici, là. Fait que là, tu sais, vous avez entendu ma fourchette parce que je suis en train de manger. Oui, c'est ça. Vous allez m'entendre tousser. On s'excuse. Là. On est face à face. C'est comme... On s'excuse. C'est ça. On s'excuse, mais c'est un podcast citoyen, comme tu disais, voilà, sur le cinéma et on essaie de dire des choses intelligentes. Contrairement à Jeff Fillion qui aujourd'hui essayait de dire que le dernier James Bond, ça avait pas pogné parce que c'était trop woke. Le dernier James Bond a super gros pogné
pogné, contrairement à Spectre. Contrairement à Jeff. Ouais, c'est ça. Puis, ben, en tout cas, bref, c'est dans la foulée du fait que Amazon va récupérer les droits complets sur James Bond, à ma grande déception. Je ne sais pas si je vais aller voir le prochain James Bond. On me rapporte aussi, je me permets, là, parce que je sais que ça va être, tu vas être content. Fait qu'on me rapporte que le son aussi, tout est beau, c'est ça coche. Alors, oui, contrairement aux problèmes techniques qu'on a eu pendant des semaines. Là, c'est terminé, c'est fini. C'est bel et bien terminé. Bref, les 10 westerns contemporains que vous devriez avoir vus. On est vraiment dans une soirée, on va écouter des films qui font référence à des films qu'on a parlé dans les dernières semaines, mais qui essayent de renouveler un genre qui est mythique et complètement historique du cinéma. Donc, allons-y, sans plus tarder. Alors là, premier film dont on va parler, je vais répondre à une grande question qui m'a été posée dès la première semaine, si je me souviens bien, par Boston Pat. Donc, c'est un film qui est à la fois un film de science-fiction, un film familial, une comédie, la conclusion d'une des trilogies les plus épiques de l'histoire du cinéma. La sacro-sainte trilogie qui n'a jamais subi de remake, de legacy sequel, de reboot, quoi que ce soit. Cette espèce de petit bijou de 3 films qui intemporel, c'est le cas de le dire, qui n'a jamais été retouché, revisité. C'est comme un peu sacré. Là. La personne qui c'est tellement rendu sacré, cette trilogie-là, que je pense que quelqu'un qui voudrait faire une suite ou un remake partirait avec quasiment 2 strikes et demi contre lui. C'est quelque chose qui serait un défi extraordinaire. C'est d'abord et avant tout une série de science-fiction qui traite de voyage dans le temps, sans vouloir vendre de punch, mais dont le 3e opus est un film de western tout à fait, tout à fait authentique et qui mérite sa place dans ce palmarès, à mon avis. Donc, je vais vous parler de Back to the Future Part 3. Donc, évidemment, Back to the Future Part 3, la conclusion épique d'une des plus merveilleuses trilogies de cinéma de tous les temps. Une trilogie de cinéma qui a bercé mon enfance. C'est parmi les films que j'ai le plus souvent écoutés. Dans la même catégorie que les Indiana Jones and Temple of Doom, que les Aliens, je ne pouvais cesser d'écouter ces 3 films-là. Principalement le premier et le 3e. Pour moi, le premier a toujours été le grand film des 3. C'est-à-dire, s'il pouvait... Le premier s'écoute tout seul et n'a pas besoin de suite. Le deuxième, passé 2015, ça devient un peu bizarre, là, parce qu'on est 10 ans après le futur de Back to the Future 2. Quand on y pense, c'est un peu spécial. Hein? Le futur dans Back to the Future 2, c'est il y a 10 ans. Donc là, ça devient un peu méta. Back to the Future, je pense que c'est à son meilleur quand ça va dans le passé, parce que c'est là que ça peut être intéressant. On peut jouer avec les concepts, etc., etc. Mais bref, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça raconte? Ben, premièrement, c'est sorti en 1990. Ça a été tourné en 1988 en même temps que Back to the Future 2. Donc, ils ont filmé les 2 films back-à-back en même temps. C'est un film qui a été réalisé par Robert Zemeckis, scénario de Robert Zemeckis et Bob Gale, mettant en vedette, évidemment, Michael J. Fox, le Golden Boy des années 80, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Tom Wilson dans le rôle de Mad Dog Tannen, ou Buford Tannen, Elizabeth Shue, Leah Thompson, Matt Clark, Richard Dysart. Ben, bref, qu'est-ce que ça raconte Back to the Future 3? Ben, bref, on le sait. Hein? À la fin de Back to the Future 2, le Doc la DeLorean est frappée par un autre éclair le soir de 1955 où il y a un gros orage à Hill Valley. Et cet éclair s'introduit directement dans le flux capacitor, ce qui renvoie le Doc Brown en 1885 à la fondation de Hill Valley dans le Wild West. Et pour rassurer Marty, à la fin du film, il envoie une lettre à Marty McFly. Il dit « Viens pas me chercher, je suis très heureux, j'ai toujours rêvé de vivre dans le Wild West. Je vis maintenant ici depuis 6 mois. Je suis devenu un forgeron, maréchal ferrant, et puis ne reviens pas me chercher. J'ai laissé des indications pour ma contrepartie de 1955 pour qu'elle t'aide à rentrer chez toi. J'ai caché la DeLorean à quelque part, voilà. »
Donc, il retourne voir le Doc de 1955 qui rase de faire sa 4e syncope de la trilogie. Une fois et encore une fois, bon, c'est rendu un effet comique, mais là, après tout ce qu'il a vécu, il ne croit pas le 2e Marty que c'est vraiment lui parce qu'il vient de renvoyer Marty dans le futur. Finit par le croire finalement. Et dans leur recherche, ils vont se rendre compte que... mais le pauvre Doc, il s'est fait tuer par Buford Tannen, Mad Dog, l'arrière-grand-père de Biff, environ une semaine après l'envoi de la dite lettre à Marty. Donc, Marty se donne l'objectif d'aller sauver son vieil ami aussi loin que dans le Far West. Il prend la DeLorean, débarque en 1885 et abîme la tank à essence de la DeLorean, ce qui le menace lui et Doc d'être pris en 1885. Il choisit le nom très amusant de Clint Eastwood. D'ailleurs, Easter egg intéressant dans ce film-là. Quand vous savez, là, quand ils sont espèce de terrain de ciné-parc, là, puis qu'il dit vous êtes sûr, Doc, que les cowboys avaient l'air de ça? Puis il dit ouais, t'as jamais vu un western? Puis il dit ouais, d'ailleurs, Clint Eastwood, je l'ai jamais vu s'habiller comme ça dans un western. Puis là, Doc, il dit mais c'est qui celui-là, Clint Eastwood? Mais le poster qui est juste derrière eux, c'est le poster de Creature from the Lagoon 2, qui est le premier film dans lequel Clint Eastwood a joué dans sa carrière. Donc voilà, le genre d'information très pertinente que je connais sur la vie de Clint Eastwood. À partir de ce moment-là, c'est vraiment là que le film devient un western. Les enjeux sont des enjeux de western. Donc, c'est une chicane entre Buford Tannen et le Doc sur une interprétation assez large de « tu me dois de l'argent », c'est-à-dire le Doc a réparé les fers à cheval les fers à cheval du cheval de Buford Tannen. Il est arrivé un accident, il dit tu me dois la valeur du cheval. Le Doc il dit t'avais même pas payé pour pour le travail, donc on est quitte. L'autre il est pas d'accord. Il dit je vais revenir dans tant de jours et je vais te descendre. Puis là, ben, grosso modo, s'ensuit une série de péripéties dans laquelle le Doc et Marty essayent de rentrer en 1985 avant le moment où Buford Tannen tire sur le Doc. Mais on finit par comprendre qu'en fait, il l'a tiré 2 jours avant, puis que à cette époque-là, si tu mangeais... Oh! On vient de se faire raid, c'est ça que je comprends? Ah ben coucou! Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. J'imagine que je sais pas d'où vous arrivez. Mais bienvenue à cet épisode 46 de Ciné Rédemption. On parle de Back to the Future 3, le numéro 10 de ma liste des 10 films western contemporains que vous devriez avoir vus. Ça, je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film-là. Hein? Donc, je suis pas mal certain, c'est ça, qu'il y a des... Que c'est douteux qui vient de nous raider. Bienvenue à tout le monde. On est rendu vraiment beaucoup. Donc, je suis convaincu que vous avez vu ça. Pourquoi c'est intéressant, Back to the Future? Ben, bref, il y a un paquet d'éléments là-dedans qui sont vraiment des éléments typiques de western. Il y a une attaque de train. On se rappelle qu'un des premiers segments de film sur pellicule qui a été montré s'appelait Great Train Robbery. Hein, donc, les attaques de train dans le film western, il n'y a rien de plus, classique. Toutes les références, bon, le personnage de Marty qui porte un poncho un peu comme le The Man with No Name. Il y a la notion de duel, la danse. Donc, tu sais, vraiment, on est dans un film hommage au film western. On est dans une conclusion à une histoire qui se passe qui, pour Marty et Doc, dure 2 semaines en tout, mais qui, dans la temporalité de Back to the Future, se passe... Il n'y a pas vraiment de temps qui se passe parce qu'ils reviennent tout le temps au même point de départ en 1985, la même journée. Donc, on est vraiment dans une conclusion très personnelle de cette histoire-là. Là-dedans, le Doc va tomber en amour. Il y a toute la partie de la romance avec Clara qui va se développer. Toute la scène du duel, l'affrontement avec Buford Tannen, qui est à la fois une référence à toutes les scènes où il finit, lui, avec la face dans le manure, comme Biff
Biff de 1955, comme Griff de 2015. Donc, tu sais, rendu à ce moment-là, c'est un film qui se parodie lui-même, qui refait dans des nouveaux contextes les mêmes sous-événements. C'est un procédé qui est à la fois très postmoderne et très intéressant. Puis le contexte, les décors, tout l'univers western est super bien représenté. Bref, on voit rapidement dans ce film-là que ils ont eu du plaisir à le faire. Ils ont fait ça entre autres pour le défi puis le fun de faire ce film-là. Puis ça se ressent dans tout le film. Moi, c'est vraiment... Si j'ai à choisir un des 3 films, mon préféré, je pense que c'est Back to the Future 3. Pour moi, le premier, ça va toujours être le meilleur. Vous savez, souvent, je fais une différence entre le meilleur puis mon préféré, mais celui que j'ai le plus de plaisir à réécouter, souvent, ça va être Back to the Future 3 parce que je suis un grand fan de films western. Donc voilà, numéro 10, on passe ça avec un film qui est un film de science-fiction. Back to the Future 3. Si vous n'avez pas vu ça, ben là, il faut que vous écoutiez les 2 premiers. Vous n'avez pas le choix parce que c'est l'opus final de la trilogie. Puis si vous n'avez jamais vu la trilogie de Back to the Future, il y a vraiment une grosse partie de moi qui vous juge. Puis il y a une partie de moi qui vous envie parce que j'aimerais ça revoir ces films-là pour la première fois. Mais bref, ne boudez pas votre plaisir. Ils sont disponibles sur beaucoup de plateformes de streaming. Donc, ne boudez pas votre plaisir. Écoutez les 3 films et portez une attention particulière à la partie 3, qui est mon numéro 10 des 10 films de western contemporain que vous devriez avoir vu. Donc, prochain film, deuxième de ma liste, celui-là un petit peu plus niché, souvent un peu moins connu. Vous allez être surpris par le cast, à mon avis, parce que c'est un cast qui aujourd'hui est AAA. À l'époque, c'était des jeunes acteurs à l'exception de 2 là, qui étaient déjà des stars établies à l'époque, mais les autres étaient des jeunes acteurs en ascension. Ça va être bizarre de se retrouver là-dedans. C'est un film de Sam Raimi, Sam Raimi, le réalisateur des Evil Dead, les 3 premiers Evil Dead, mais aussi des 3 premiers Spider-Man. Donc, à un moment donné, Sam Raimi, dans sa jeune carrière, s'est aventuré dans l'univers du western. Ce film-là est vraiment un hommage au western spaghetti, à mon avis, pas mal essentiellement juste un hommage au western spaghetti, de la trame sonore à la façon dont c'est tourné, aux thèmes qui sont abordés. Donc, le prochain film dont je vais parler... il y a une grosse hommage aussi à High Noon, un film que j'ai pas parlé, qui aurait pu faire mon palmarès des 10 films classiques de cinéma western. High Noon avec Gary Cooper, qui est un excellent film. Bref, le film dont je vais parler maintenant, c'est The Quick and the Dead, un film de 1995, réalisé par Sam Raimi, mettant en vedette Sharon Stone et Gene Hackman, qui étaient les 2 acteurs les plus incroyablement connus de ce film-là. Mais il y a aussi le jeune Russell Crowe dans ce film-là, le très jeune Leonardo DiCaprio. C'est Leonardo DiCaprio avant le Titanic. Donc, c'est Leonardo DiCaprio tellement jeune qu'il n'est même pas mentionné sur le poster. Donc, ça, on verrait plus ça aujourd'hui. Il y a aussi Tobin Bell, il y a Keith David, Robert Blunson, Lance Erickson, le Bishop de la série de films Aliens, qui joue dans ce film-là. Qu'est-ce que ça raconte, The Quick and the Dead? Ben, grosso modo, ça raconte l'histoire de The Lady, qui est encore une fois une incroyable référence à The Man with No Name. On pourrait dire The Lady with No Name. On finit par apprendre qu'elle s'appelle Ellen dans le courant du film, mais qui débarque dans une ville qui est contrôlée par un desperado du nom de Herod, joué par Gene Hackman. La ville est complètement sous son joug. Et une fois par année, il organise une espèce de tournoi une fois par année ou une fois par décennie. Bref, il organise un tournoi de duel, un tournoi de quick draw, pour laquelle il met un magot de 100 000 $ en jeu. On comprend assez rapidement qu'il gagne ce concours-là à chaque année parce qu'il est jusqu'à présent le tireur le plus rapide de l'Ouest. Et
un dangereux desperado. On comprend tout au long du film. Donc c'est vraiment de manière très collée au Western Spaghetti. C'est une histoire de vengeance. Donc on comprend que Sharon Stone est la fille d'un shérif qui a subi les années fastes de A-Rod, qui a été tué de manière sadique par ce personnage-là qui cherche à se venger en s'inscrivant dans dans ce tournoi de tir-là. On comprend qu'elle-même, elle est une nasse de la gâchette. Russell Crowe qui joue un prêtre là-dedans, qui est un ancien desperado de la gang de A-Rod, que A-Rod essaie de forcer à tirer parce que il dit lui-même que c'est le seul tireur qui a jamais fait peur dans sa vie. Donc on est vraiment dans les thèmes du Western Spaghetti. On est dans le genre de prise de vue. Donc, il y a des close-ups sur les yeux. La grosse mention, la grosse référence au cinéma américain plus classique, c'est vraiment l'utilisation de l'horloge. Donc, on utilise l'horloge pour gérer les duels. Donc, les duels sont à heure fixe. Ils sont tout le temps au tournant de l'heure. C'est à ce moment-là que les tireurs se tirent dessus. Les prises de vue sur l'horloge sont vraiment des références au film High Noon avec Gary Cooper. C'est vraiment un film qui est... moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à regarder ça. C'est une des meilleures trames sonores. Là. Le score de ce film-là est exceptionnel, à mon avis. Sharon Stone est une protagoniste géniale. Vraiment, moi, je pense que Sharon Stone, de manière générale, c'est une actrice qui est sous-évaluée. Elle aurait certainement dû avoir une carrière, pas qu'elle n'a pas eu une grande carrière, mais elle aurait dû avoir une carrière encore plus prolifique. À mon avis, Gene Hackman est un monument du cinéma, est un grand acteur. Il est aussi exceptionnel quand il joue des héros comme dans The French Connection, que des saprés vilains comme dans ce film-là. Leonardo dans le rôle de The Kid, celui qui se prend le nouveau pour le nouveau tireur le plus rapide de l'Ouest, est exceptionnel. Bref, ce film-là, c'est juste 1h30 de pur plaisir. C'est un film qui a un rythme incroyable. Il y a à peu près aucune scène qui sert à rien. C'est un hommage énorme, comme je dis, au cinéma de Western Spaghetti. C'est un film qui est largement trop peu connu, à mon avis. Oui, exactement, pied plat. Leonardo DiCaprio est effectivement dans ce film-là. C'est un film qui est trop peu connu, qui, je pense, mériterait une plus grande lumière. Si vous avez jamais vu ça, c'est présentement disponible sur en streaming. The Quick and the Dead, c'est vraiment très très bon. Film de 95, dans les années 90, il y a comme eu un soubresaut de retour du western. Ça en fait partie. Bref, je vous recommande ce film-là fortement. Gâtez-vous, écoutez ça, c'est vraiment très bon. Donc là, on va revenir 10 ans en arrière, au plein milieu des années 80, quand le film de western était... vraiment pas dans une passe fast, mais il y avait des perles qui sortaient une fois de temps en temps. Vous savez, il y a des figures à Hollywood, hein, les frères Kasdan, donc Mark Kasdan et Lawrence Kasdan, sont des figures... ils ont participé à peu près toutes. Il n'y a pas vraiment de projet entre 70 et 2000 d'envergure blockbusteresque qui n'ont pas été dans lequel ils n'ont pas été impliqués, soit au niveau de la réalisation, de l'écriture du script ou de la production. De Star Wars, en passant, je pense qu'ils ont été impliqués dans les Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux. Bref, les frères Kasdan, c'est des monuments de Hollywood. Dino de Laurentiis. Bon. Je connais pas la référence, Martin. Ben, c'est le même genre, tu sais, Conan, tu sais, oui, c'est ça, oui, exactement. Il était dans la même clique, là. C'est ça, il était dans tu voyais à tous les génériques, un de ces trois-là, tu les voyais, là. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment c'était des géants d'Hollywood. Et puis, ben, ça, c'est un de leurs gros projets, parce que c'est les deux qui ont... Tu sais, c'était un peu les frères Coen, tu sais, d'une certaine époque. Donc, c'est un film qui est réalisé par Lawrence Kasdan, écrit par Lawrence Kasdan et Mark Kasdan. C'est le film Silverado. Alors là, on est dans l'hommage au grand
classique de cinéma, du Golden Age de cinéma de western. On n'est pas du tout on est dans très peu de références au cinéma de western spaghetti. Donc là, on est dans le fantasme du frontier, de la grande aventure, de la conquête de l'Ouest, de l'établissement des colonies, les colons qui s'en allaient défricher l'Ouest, qui étaient aux prises avec des bandits. Donc, qui joue dans ce film-là? C'est un film qui date de 1985. Il y a Kevin Kline qui joue dans ce film-là, Scott Glenn, un acteur très sous-évalué, je suis d'accord avec Martin. Kevin Costner, le jeune, le tout petit Kevin Costner là-dedans, très très jeune. Rosanna Arquette, Brian Dennehy, qui est connu pour être le méchant policier dans le premier Rambo. Un excellent acteur aussi qui de méchant. Vas-y, Martin, je t'en prie. C'est pas, j'ai une question pour toi. Oui. C'est parce que historiquement, là, tu sais, le fameux personnage là, du bandit sans scrupules, chien sale, que 20 ans plus tard, c'est le shérif du village. Oui. Brian Dennehy est juste parfait là-dedans. Ouais, c'est ça. T'sais, on dirait que c'est la partie là. Même de Gene Hackman dans Quick and the Dead. T'sais, c'est tous des bandits de grand chemin. Gene Hackman dans un autre film dont on va parler beaucoup plus tard. Les bandits de grand chemin qui prennent racine dans des petites bourgades puis que sous le joug de la peur deviennent le shérif. T'sais. C'est un thème qui revient souvent là, dans le western et qui n'est pas déplaisant du tout. Puis, je sais pas si tu vas avoir d'autres exemples à donner, mais même tantôt, Gene Hackman dans The Quick and the Dead, mais il me semble qu'il y a tout le temps ce gars-là. Oui, c'est ça, effectivement. Même Wyatt Earp, à la limite, tu pourrais dire que c'est un peu ça. Oui, aussi, c'est vrai. Mais oui, c'est cette espèce de mythe du bandit de grand chemin qui quand il vient le temps de settle down, il devient un shérif, mais un shérif corrompu, évidemment. Évidemment, il y a de la corruption partout depuis tout le temps, mais pourtant, en plus, ça se passe aux États-Unis. Il n'y avait pas, en tout cas, bref. Il y a Jeff Goldblum qui joue là-dedans. Il y a Danny Glover, l'excellent Danny Glover que j'aime beaucoup. C'est un film qui joue à toutes sortes de sujets woke, notamment le racisme de l'Ouest américain. Qu'est-ce que ça raconte, Silverado? Essentiellement, on suit 4 personnages, là, dont 2 frères, mais dont les destinées vont se croiser et parce qu'ils ont tous des raisons de se rendre dans cette ville de Silverado qui se veut la nouvelle grande ville, si vous voulez, à l'ouest, là où on en est rendu l'expansion vers l'ouest américain. Puis, dans le fond, ils ont tous des raisons. Il y en a un il s'est fait attaquer, il s'est fait voler son cheval. Tout ce qu'il veut, c'est être un tenancier de bar. Il y en a un des personnages, il vient juste de sortir de prison parce qu'il s'est fait pogner, puis il essaie de sortir son jeune frère, qui est un espèce de pistolero complètement, qui est joué par Kevin Costner, qui est un peu, difficile à retenir, un peu rebelle. On a le personnage de Danny Glover, que tout ce qu'il veut, c'est trouver un endroit to settle down and have a little whiskey and puis get some respect. Ils vont se retrouver par un concours de circonstances à prendre la défense d'un groupe de gens qui sont venus pour coloniser l'Ouest et de qui plusieurs antagonistes vont s'acharner un peu, si vous voulez, sur eux. Donc, on est vraiment là, c'est vraiment c'est ça, les héros sans peur. Même s'ils ont un passé trouble, ils sont quand même des héros sans peur, sans reproche, qui défendent l'aveugle et l'orphelin. On est dans les looks classiques, les plus classiques de cinéma de western. On est dans les... Vraiment, là, c'est un hommage à la période qu'on a écoutée dans l'épisode là, il y a 2 semaines, c'est-à-dire le Golden Age du cinéma de western. C'est de la musique à ce qu'on voit les grands espaces de l'Arizona, de l'Ouest américain. C'est vraiment un film c'est un film complet. Là, je veux dire, c'est un film hommage complet. Là. Le film, ça me fait penser à How the West Was Won. C'est comme une version contemporaine de How the West Was Won, à mon avis, Silverado. C'est vraiment... c'est vraiment à voir. Là. Pour moi, c'est vraiment à voir. C'est un film, c'est un peu un period piece épique. Là. Donc, vraiment, c'est un film qui ratisse large. Il y a plusieurs niveaux de développement narratif dans ce film-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment
un excellent film de western. Les personnages sont attachants, les personnages secondaires sont attachants, les méchants sont fondamentalement méchants. Il y a tous les niveaux aussi de personnages. Le personnage de Jeff Goldblum, c'est pas un méchant et un gentil. C'est juste un crosseur, un gambler, puis la situation se revire contre lui. Donc, il y a vraiment toutes sortes. Puis c'est vraiment un film qui touche à peu près à tous les clichés, à tous les sujets qui avaient été... C'est vraiment un film qui... C'est un film, je veux dire générique, mais pas générique d'un sens péjoratif. Là. C'est vraiment un film complet qui est un hommage complet à tout ce cinéma classique western des années 50 et 60 américains. C'est vraiment un très bon divertissement. Tu sais, d'ailleurs, là, je suis en train de lire la description sur le Four strangers became friends, four friends became heroes on the road to Silverado. Tu peux pas résumer mieux ce film-là que par cette courte phrase-là. C'est 4 étrangers qui deviennent des amis, 4 amis qui deviennent des héros, et tout ça se passe sur la route de Silverado. Bref, je vous recommande fortement d'écouter ce film-là, si jamais vous ne l'avez pas vu. J'ai vu que, évidemment, Boston Pat, qui est une encyclopédie lui aussi, l'avait vu et avait beaucoup apprécié. Bref, difficile à trouver ces dernières années, ce film-là, plus rarement sur les plateformes streaming, mais ça se trouve encore, puis je vous encourage fortement à écouter ça le plus souvent possible. Donc voilà, ça fait déjà 3. On est déjà à notre 3e film. Oui, mais là, on s'en va à notre 4e. On vient d'en parler de 3. Le prochain film dont je vais parler, c'est un remake. Il y a 2 remakes dans ma liste de ce soir. Hein. Il y a Burban va être en colère après mes propositions parce que je pense que ça n'existe pas un bon remake. Je pense que c'est ça son affirmation. Je pense que c'est pas ça son affirmation, mais que je la déforme un peu à chaque fois pour rire. Bref, ça, je pense que c'est un remake qui très humblement surpasse, mais alors là, complètement l'original. L'original, c'est un film classique, mais moi, c'est pas un western que j'apprécie tant que ça. C'est un western que j'ai écouté pour l'avoir vu. Puis j'étais excité de l'écouter quand je l'ai vu, l'original, puis après j'ai fait mais c'est un peu lent, c'est intéressant, mais moi je comprends pas pourquoi l'original est un aussi grand classique. Je respecte ce film-là, mais c'est pas un film qui, moi, m'a marqué tant que ça. Le remake, par exemple. Le remake est un extraordinaire film de western, un des meilleurs des 25 dernières années, assurément. Je parle de 310 to Yuma, un film de James Mangold, le réalisateur notamment du dernier Indiana Jones, mais également de Ford v Ferrari, un excellent film, A Complete Unknown, qui était au cinéma jusqu'à dernièrement, la biographie sur Bob Dylan, aussi Walk the Line, biographie biopic sur Johnny Cash. Donc, 310 to Yuma, paru en 2007, bientôt 20 ans. C'est incroyable. Le temps passe à une vitesse extraordinaire. Mettant en vedette Russell Crowe et Christian Bale, mais aussi Ben Foster, Logan Lerman, Peter Fonda, hein, un géant. Le fils de Henry Fonda, le neveu de c'est ça, Jane Fonda. Il y a aussi Gretchen Moi qui joue Alice, Rio Alexander, Lenny Loftin. Bref, 310 pour Yuma. C'est un remake, mais la fin est passablement différente du film original. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, grosso modo, ça raconte l'histoire d'un fermier qui s'appelle Dan Evans, qui essaie de vivre sa vie de fermier dans l'Ouest américain et qui se fait embêter par des capitalistes qui l'ont complètement crossé et qui lui chargent des tarifs qu'il n'est pas capable de payer sous peine. Puis là, ben, il le menace de lui reprendre sa terre pour passer quoi dessus? Évidemment, le chemin de fer, hein, exactement.
exactement, un peu comme dans Once Upon a Time in the West. Et il va retrouver sur son chemin une journée qu'il va chasser avec son fils. Il va tomber sur une bande de brigands dirigée par Ben Wade, un pistolero, un desperado recherché, l'ennemi public numéro 1 sur le territoire d'Arizona à cette époque-là. Il va d'abord s'enfuir, mais Ben Wade va finir par se faire arrêter. Et il va se faire, et un peu par sa faute, on va le dire, et Dan Evans va se faire offrir un montant d'argent très intéressant, $300. Pour l'époque, c'était beaucoup d'argent. Va se faire offrir $300 pour, dans le fond, amener Ben Wade au train de 3h10 pour la ville de Yuma, dans laquelle se trouve la prison d'État dans laquelle il va pouvoir attendre pour son procès. OK, donc il s'est fait arrêter par les Pinkerton, qui est une espèce d'ancêtre du FBI privé. Là. C'était un peu fucké, les Pinkerton. Mais bref, c'était la police privée des chemins de fer à l'époque du Far West. Et c'est ça. Ils vont partir un posse pour aller, si vous voulez, reconduire Ben Wade à son train. Mais évidemment, la bande de Ben Wade va voir les choses très différemment. J'ai réécouté ce film-là avant hier. My God, que c'est extraordinairement bon. Premièrement, l'action dans ce film-là est incroyable. Là. Les scènes d'action sont incroyables. Le jeu d'acteur, la relation entre Russell Crowe et Christian Bale est incroyablement plus poussée que dans l'original. Vraiment, la cinématographie, les grands shots, les grands espaces qui sont filmés là-dedans sont extraordinaires. C'est un film qui pardonne pas. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés, voire qui meurent là-dedans. C'est un film qui est très réaliste de ce point de vue-là. C'est un film qui est excessivement plus violent et moins jovial et moins candide que sa contrepartie originale. C'est vraiment un des meilleurs films d'action, d'aventure, de western des 25 dernières années. C'est à écouter le plus souvent possible. C'est une histoire qui est super simple. C'est une temporalité qui est super courte. Ça se passe sur quelques jours. Les personnages essayent toutes sortes de choses pour arriver à leur fin, des diversions, etc. Puis c'est toujours sous trame de fond de la relation qui se développe entre Russell Crowe et Christian Bale, parce que les deux, malgré le fait que jusqu'à la fin, ils vont être des ennemis, ils vont trouver une certaine façon de s'apprécier à travers cette histoire-là. Et c'est ça qui rend ce film-là, à mon avis, vraiment super intéressant et marquant. Bref, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais pas vendre le punch de s'il réussit à livrer Ben Wade au train de 310 pour Yuma. Je vais vous laisser le redécouvrir. Ça, c'est vraiment... Comment dire? C'est un remake qui réussit à vraiment réimaginer l'histoire de l'original. C'est vraiment un western contemporain. On est vraiment dans un western qui a des références au cinéma classique, notamment l'histoire, là, qui est une histoire de cinéma classique de western. Mais il y a aussi énormément de références au cinéma de western spaghetti. Puis il y a des trucs vraiment uniquement contemporains dans ce film-là. Fait qu'il y a des grosses parties de films. Ça me fait penser à certains films de Michael Mann, notamment Heat, dans la tension qu'il y a entre les personnages. Les scènes de fusillade me font penser à la fusillade à la fin de Heat, là. C'est-à-dire, tu sais, je veux dire, il y a pas beaucoup de duels là-dedans. Les fusillades n'ont pas l'air faciles, tu sais, je veux dire, il y a souvent des tirs qui servent à rien, des balles perdues qui ont des impacts importants. C'est de la violence désorganisée, sale. Ça donne un côté très réaliste à l'action et à la violence dans ce film-là. Bref, je vous recommande fortement 310 to Yuma, le remake, l'original. Honnêtement, si vous êtes vraiment un grand fan, des grands fans du genre, puis je vous ai transformé en genre, pour vous, le cinéma de western, c'est rendu la chose la plus incroyable au monde. Allez-y, mais vous devriez écouter
les 24 autres films dont je vous ai parlé bien avant d'écouter l'original de Three Ten to Yuma. Mais ne manquez surtout pas le remake qui est, ma foi, fantastique. Fantastique. Donc, tabarouette, on arrive déjà à notre cinquième. On a déjà fait 46 minutes dans cet épisode-là. Max, moi, il faut que je te pose une question. Vas-y. Je suis plus capable de me retenir, là. Fait que dans tes mentions honorables, t'avais Legends of the Fall. Hein? Ouais. Puis tu sais, moi, une des références pour tout le monde, western, c'est s'il y a des autos. Oui. OK? Killers of the Flower Moon. Ah, ben ouais, ça aurait été dans mes... oui, c'est vrai. Ça, c'est en plus, c'est vrai, c'est intéressant. C'est sorti l'année passée, en plus. Hein. C'est fucking bon. Ah, De Niro là-dedans, puis DiCaprio sont hallucinants. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça devrait être une quand mention. on s'en parlait, on n'a juste pas pensé. C'est peut-être trop récent pour que je pense à ça dans mes listes classiques. 11e. Ouais, ben, c'est une mention honorable. C'est une mention honorable. Vous n'avez pas encore vu Killer of the Flower Moon, le dernier film de Scorsese, qui est clairement un western, mais... moi, je dis pas qu'un film qui a une auto peut pas être un western. Pas ça que je dis. Là. Ouais. Je dis que moi, dans ma tête, c'est moins western. Parce que c'est la temporalité, on tournant du siècle, c'est plus le Wild West. Non, c'est ça. Mais il y a un paquet de westerns qui se passe dans ce contexte. Il y a un paquet de westerns que t'es dans une bourgade, mais à Saint-Louis, il y a des autos. Oui, mais ça, c'est des néo-westerns. Moi, je pense... Mais tu sais, je veux dire, juste le contexte, mettons, des jeux comme Red Dead Redemption, ça se passe tout le temps dans ces périodes-là. Ouais. Tu sais, le deuxième se passe en 1911, puis il y a des chars. C'est ça. Fait qu'on est dans cette transition-là entre le Wild West puis la civilisation. Puis ça, c'est un sujet en soi. On n'a pas industrialisé l'auto encore. Non, mais mettons, The Wild Bunch, il y a des autos. Ouais, c'est ça. Once Upon the Time of the Revolution, il y a des autos. Il y a des motos. Ouais, exactement. Donc, il y a toute une série de films western qui se passent dans cette période-là. Ben, 1923, que toi puis moi, on écoute tous les deux, qui est une série... qui est une série qui 1893 aussi, mais tu sais... Mais 1923, on est exactement là-dessus. Il y a des autos. Oui, parce que, tu sais, donc on est sur cette espèce de transition-là, hein, puis tout ça mêlé avec une ambiance de Première Guerre mondiale, puis qu'est-ce que ça voulait dire? C'est un western. Oui, c'est des westerns. C'est des westerns, mais c'est des westerns à la frontière. C'est des frontier westerns. Non, mais c'est ça. C'est l'espèce de... C'est plus l'exploration, c'est l'établissement. Exact, c'est ça, oui. Ben, c'est le passage à la civilisation. C'est ça. Voilà, ma gueule. C'est ça. Bon, là, la semaine prochaine, on va avoir une édition spéciale de... je vais avoir un invité, hein, je retourne avec ma formule avec invité. Ludovic Bourdage va être avec nous et on va parler, vous savez, moi et Ludovic, on a notre nouveau niche, on parle des... quand il y a des années, il y a comme 2 films, tu sais, on a parlé de l'année où il y a eu 2 James Bond qui sont sortis la même année. Ben, la semaine prochaine, on va parler de 2 films sur Wyatt Earp qui sont sortis la même année, en 93. Suite à... je vais parler plus tard d'un film, là, de 2 films dans ma liste qui ont un peu comme complètement relancé le genre dans les années 90, là, qui ont réellement créé une espèce de ruée vers l'or. Il s'est remis à avoir plein de westerns qui sortent, puis notamment en 93, quelques années après la sortie d'un des 2 films-là, de ces 2 films-là, il y a 2 films qui sont sortis sur l'histoire de Wyatt Earp. L'histoire de Wyatt Earp, c'est l'histoire qui a été racontée la plus souvent dans l'histoire du cinéma. Là. Je veux dire, vraiment, là, des opus sur Wyatt Earp. Il y en a une de cinéma de western spaghetti. Il y en a une un peu B avec James Gardner. Il y a le film de John Ford, My Darling Clementine. Il y a Gunfight at the OK Corral avec Kirk Douglas puis Cary Grant, je pense. Bref, tu sais, l'histoire de Wyatt Earp, ça a été raconté au cinéma encore again and again and again and again and again. Puis en 93, ils font même faire des caméos de Wyatt Earp dans des westerns qui parlent même pas de ça. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Wyatt Earp, c'est la figure mythique. C'est Wyatt Earp, c'est un personnage historique qui est un peu comme la quintessence du lawman là, avec peut-être Wild Bill. Là. Wild Bill et Cox, c'est les deux personnages historiques qui ont vraiment fait du law enforcing dans le Wild West. Je veux dire, jusqu'à la fin de sa vie,
Wyatt Earp, il était consultant sur les films de John Ford pour dire ouais, c'est de même ça se passait. Tu sais, je veux dire, il a été impliqué dans le développement du genre. C'est une personnalité historique énorme, là, Wyatt Earp. Puis en 93, il y a 2 films qui sont sortis. Il y en a un qui n'a pas fait la cote, mais que j'en ai parlé. C'est le film Wyatt Earp, écrit et réalisé par Kevin Costner. Kevin Costner c'est un maniaque de western. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que son projet de vie, c'est la série Horizon, qui est une histoire racontée en 5 films. Moi, j'ai réécouté le premier film. J'ai plutôt trouvé ça bon. Là. Ça n'a pas pogné, là, parce qu'on est en un creux de vague pour le genre, mais j'ai bien aimé ça. Mais bref, en 93, il y a 2 films qui sont sortis. Moi, mon préféré des 2, c'est pas celui de Kevin Costner. Moi, et là, on parle vraiment de mes films préférés de tous les temps. Un des films que j'ai écouté des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Un des films qui est à l'origine de mon amour des westerns. Avec The Good, The Bad and The Ugly. C'est probablement le western que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. C'est Tombstone, un film qui a été réalisé par George Cosmatos, que je connais pas tant que ça. Mettant en vedette, gros cast quand même, Kurt Russell dans le rôle de Wyatt Earp, Val Kilmer qui vole le show, à mon avis, qui fait le film, à mon avis, dans le rôle de Doc Holliday, mais il y a aussi Sam Elliott qui joue le rôle de Virgil Earp. Il y a Bill Paxton qui joue Morgan Earp. Michael Biehn qui joue Johnny Ringo, un excellent méchant. Power Booth qui joue Curly Bill Brocus. Charlton Heston joue dans ce film-là, il joue Henry Hooker. Jason Presley, Stephen Lang, John Tenney, Thomas Hayden Church, Dana Delaney, Lisa Collin, Paula Malcolmson. Bref, Tombstone, c'est vraiment, encore une fois, là, on est dans une fresque historique très romancée qui se veut un grand hommage au cinéma classique Golden Age des westerns. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'arrivée de la famille Earp à Tombstone. Donc, après la première carrière de Marshal des États-Unis de Wyatt Earp. Grosso modo, Wyatt Earp, c'est un voleur de chevaux lui-même. Il a été arrêté dans sa vie pour vol de chevaux, qui est devenu chasseur de bisons, qui s'est refait un nom, puis qui a fini par être un homme de loi dans la ville de Deadwood. Là, il y a une série qui est dédiée à ça, d'ailleurs, là, dans la ville de Deadwood. Excellente. Si vous n'avez jamais vu Deadwood, garochez-vous là-dessus. On n'est pas capable de débarquer. Ouais, puis je me souviens pas s'il y a Wyatt Earp dans Deadwood. Non, c'est plus... il y a Wild Bill Hickok. Ouais, c'est Wild Bill, puis Aces and Eights. Mais bref. Mais puis, il faut que je fasse ma gueule. J'aurais tellement d'affaires à dire, parce que c'est ça que tu vas faire comme show la semaine prochaine. Moi, je suis plus un gars Wyatt Earp, de Costner. Mais, puis tu sais, j'imagine que tu vas en parler, mais tu sais, le tournage a été épouvantable de ça. Ça a été le bordel. Là. Mais c'est vrai que c'est vraiment bon, puis Val Kilmer, il est malade. Mais bref, ouais, c'est ça. La semaine prochaine avec Ludo, on va comparer les 2 films, puis on va établir un peu les différences. Ça, c'est vraiment moins une fresque historique que c'est un film d'action. Ce film-là, c'est un film d'action dans lequel il y a énormément de fusillades. C'est hyper un western, romancé. Ouais, c'est un western, c'est stéroïde, c'est hyper romancé. Il y a un paquet de répliques historiques, genre comme I'm your Huckleberry. Tu sais, je veux dire, celui qui vole le show, c'est vraiment Val Kilmer, mais aussi Kurt Russell dans le rôle de Wyatt Earp est exceptionnel. Il y a de la romance, il y a de la vengeance, les méchants sont hyper typés. Il y a un aspect gangster à ce film-là. La gang de Ike Clayton est présentée, tu sais, qui appelle les cowboys, ils ont tout un sash. Ça, c'est anachronique, là, c'est pas tout à fait exact dans l'histoire, mais il présente ça comme la première forme de crime organisé. Ça, c'est quand même assez exact. Mais bref,
c'est un western sur les stéroïdes. C'est vraiment bien dit. Il y a beaucoup de références au cinéma classique western, mais aussi au cinéma de western spaghetti, notamment tout le duel, toute la gunfight à OK Corral. On reconnaît beaucoup là-dedans de Corbucci. C'est un film qui est hyper, pour moi, hyper enlevant, qui est c'est vraiment c'est l'histoire de Wyatt Earp et de sa famille réduite à sa plus simple expression, mais présentée de la manière la plus épique à mon avis. Il y a des références bibliques là-dedans qui suit le film au complet. Là, l'espèce de référence biblique dans la Bible à propos de la mort qui arrive à une place sur un cheval. En tout cas, ça, il y a toujours une référence à cette espèce il faudrait que Dom soit là. Dom pourrait nous refaire cette référence-là. Les Earps sont présentés comme des hustlers. Là, c'est toujours à la recherche du quick buck. C'est des tenanciers de casino. Regarde, c'est juste. Tombstone, c'est OK. Tombstone, c'est un Polaroid. Puis Wyatt Earp, c'est une fresque. Exact, c'est juste ça. Mais les deux sont très, très bons. Là. C'est ça. Moi, j'ai une préférence pour Tombstone, mais je veux dire, Wyatt Earp, j'ai écouté ça souvent, je l'ai ici aussi. C'est vraiment super bon. Mais moi, je pense que là-dedans, vraiment, ce qui fait le film, c'est l'interprétation de Val Kilmer, de Doc Holliday, qui est ce personnage qui était un dentiste, puis qui attrape la tuberculose, puis qui part sur le party. T'sais. Il sait qu'il va mourir, il devient complètement nihiliste, puis là, il devient un gambler, un bandit, un gunslinger, puis je veux dire, son seul objectif, c'est de vivre le plus longtemps qu'il peut pour aider son ami Wyatt Earp. Puis c'est la seule chose qui l'anime, c'est la seule chose qui le motive. Il fait pas ça pour des considérations héroïques ou morales. Il ne fait ça que pour aider son ami. Puis c'est la dernière chose qu'il veut faire avant de mourir. Les scènes de chevaucher là-dedans sont extraordinaires, les poursuites à cheval. Bref, vraiment, le Tombstone, un de mes films préférés de tous les temps, un des films qui a développé mon amour du genre. Je vous recommande fortement d'écouter ça. Dans l'histoire du cinéma, là, le narratif qui est presque toujours traité, c'est que on te présente du monde qui se tire dessus, du monde qui se court après, des blondes qui sont sur le gelé, pis tout le kit. Puis c'est l'histoire de l'amitié entre Wyatt Earp et Doc Holliday. Deux gars qui n'auraient jamais eu d'affaires avec des chums. Puis que finalement, ben, tu sais, tout passe. C'est le fil conducteur de tout. Tu sais, Wyatt, je vais aller à leur rencontre, je m'en viens avec toi. C'est presque le body movie originel. Là, exact. Bref, voilà. Tombstone, une des meilleures versions de cette histoire-là. My Darling Clementine aussi, c'est excessivement bon de John Ford. C'est celui qui fait Doc Holliday est aussi excellent dans My Darling Clementine. Mais c'est vrai que le point d'assise de tous les films qui racontent cette histoire-là, c'est vraiment sur la relation. Parce que, en tout cas, on va en parler la semaine prochaine, mais je veux dire, Dennis Quaid est extraordinaire aussi. Je m'en allais te dire ça, là. Mention honorable à Dennis Quaid qui a l'air d'avoir perdu 200 livres. Ouais. qui fait Sam Elliott qui développe son look là-dedans avec la moustache, qui ne le quittera jamais après ça. Hein. On est loin du Sam Elliott de Roadhouse qui se bat à coups de poing sa gueule sans moustache. La moustache de Sam Elliott ne le quittera jamais. Non. Excuse, là, mais dans Roadhouse, il y a son handlebar. Là, c'est plus tard, je pense. C'est plus dans Hulk qui n'a plus de moustache. Ah, peut-être. Non, je le vois. Là, puis, non. Mais c'est vrai que c'est symbolique du look de Sam Elliott, la voix, puis tout. Là. C'est vraiment fucking bon, Tombstone. Donc voilà, c'est les 5 premiers films de ma liste de ce soir. Donc vous aurez compris que ce qui s'en vient, c'est solide en tabarouette. Là, honnêtement, ce qui s'en vient, c'est dans les meilleurs westerns de tous les temps. Là, pour vrai, les 5 premières positions de mes 3 palmarès, c'est à mon avis les 15 meilleurs westerns de tous les temps. Tu prends les 5 premiers films, j'ai parlé la première semaine, les 5 films de la semaine dernière, puis les 5 de cette semaine, c'est vraiment les 15 meilleurs. Au sens où, si je faisais une liste de 15,
il n'y a aucun de ces 15 films-là qui serait en dessous de 15. Il n'y a aucun des autres moitiés de liste qui serait devant ces films-là. C'est des films qui sont grandioses. Là, on va rentrer dans une zone de ce qui s'est fait de mieux au cinéma en général dans les 40 dernières années, à mon avis. Manquez pas ça, on revient après les petites annonces, notamment de Bottine Hurlante et tout ce qui s'en vient dans le week-end sur Tout ce qui TV. Ma vie, mon travail, mon destin est de combattre le mal. Pour certains, vous êtes un saint homme. Pour d'autres, un assassin. Qui dit vrai? Je suis un peu les deux. Il pénètre sur des territoires interdits pour affronter des ennemis de légende. Le mal tremblera devant un homme. Hugh Jackman est Van Helsing. Hey, c'est intéressant ça, juste avant qu'on recommence, c'est intéressant Van Helsing parce que Van Helsing c'est un peu un western à sa manière. Je veux dire, il y a des clins d'œil au cinéma de western qui sont clairs dans Van Helsing. C'est aussi un hommage à tous les Universal Monsters. Hein. Ils sont Dracula, Frankenstein, The Wolfman, etc., etc. Puis c'est aussi presque un film de super-héros. C'est un film qui mélange un paquet de genres. C'est un film qui est vraiment très sous-évalué, à mon avis. Je pourrais en faire un épisode dédié à ça. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque puis que j'aime de plus en plus avec le temps. Donc, je salue Pieuvre qui présente encore une fois, du bon stock à son émission. Manquez pas ça. Demain soir. Donc, allons-y. Là, on rentre. Je vais avoir beaucoup de choses à dire sur beaucoup de films. Donc, là, on va rentrer dans ce que j'appelle le néo-western. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Là. Je tergiverse encore. Je regrette de ne pas avoir pu mettre Desperado dans ma liste. C'est peut-être une erreur. Peut-être qu'il aurait dû être là à la place de Back to the Future 3. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Parce que je pense que les néo-westerns, c'est-à-dire c'est des films qui sont tournés comme des westerns. Ça respecte tous les codes des westerns, mais ça se passe à une époque contemporaine. Je pense que c'est ce qui ressort de très intéressant de notre époque. C'est les versions les plus imaginatives puis les plus surprenantes du cinéma de western à notre époque. C'est ce qui est à la fois un hommage, mais aussi quelque chose de nouveau. Bref, j'aurais voulu vous parler un petit peu plus de Desperado, Once Upon a Time in Mexico ou même El Mariachi. C'est trois excellents films. C'est une excellente trilogie western à mon avis. Mais bon, il fallait que je fasse des choix. Mais il y a un néo-western qui c'est certain qu'il allait se retrouver dans la liste. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est bien entendu No Country for Old Men des frères Coen. Les frères Coen qui vont être mentionnés à nouveau dans cette liste-là. Mais No Country for Old Men des frères Coen, réalisés par Ethan et Joel Coen, écrit par Joel Ethan Coen et Cormac McCarthy, mettant en vedette Tommy Lee Jones, bien sûr, Javier Bardem, Josh Brolin et Woody Harrelson. Quel film! Quel film! C'est un film extraordinaire. Là. Quel grand film! Là, il faut que je fasse autre chose que juste m'éclater, mais qu'est-ce que ça raconte, No Country for Old Men? Ça raconte... c'est grosso modo une autre histoire classique, un autre contexte classique des films western, c'est
le drifter un peu low life qui est au mauvais endroit au mauvais moment puis qui essaye de tirer profit d'une situation puis que la situation se revire un peu contre lui. Normalement, ces films-là finissent par finir bien. No Country for Old Men, c'est pas ça, mais on s'en fout parce que c'est juste extraordinaire. Mais grosso modo, on suit le personnage de Lewin Moss qui est joué par Josh Brolin, qui est comme une espèce d'ancien taulard un peu low life qui habite au Texas, proche de la frontière avec le Mexique et qui tombe par hasard un jour sur les restants d'une fusillade entre deux cartels mexicains et une cargaison de drogue qui le laisse sur place, mais aussi un montant important d'argent dont il essaye de prendre pour se sauver. Il va donc être pris en chasse par le tueur à gages engagé par ces cartels-là, qui est Anton Chigurh, qui est joué par Javier Bardem de manière magistral, un des plus grands antagonistes de l'histoire du cinéma. Je veux dire, la scène dans l'espèce de dépanneur dans lequel il essaye de faire choisir pile ou face sans, je veux dire, c'est tellement bien écrit, c'est mémorable. La réaction du tenancier est tellement réaliste. Il dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner? C'est une discussion super angoissante. C'est un personnage hyper froid, hyper violent. Sais-tu à qui je pense quand je vois cette scène-là? Non. J'oublie son nom là, à l'acteur, mais le personnage du nazi dans... Tu sais, quand il va... Christophe Waltz. Christophe Waltz. Ouais, c'est vrai. Christopher Waltz dans... au début de Inglourious Basterds. C'est le même genre. On est dans le même genre de scène iconique, effectivement. Donc, le film, grosso modo, c'est la poursuite du personnage de Javier Bardem contre Josh Brolin et Tommy Lee Jones qui, lui, essaye d'attraper Javier Bardem, qui essaie d'attraper Anton pour l'arrêter. Il joue l'espèce de classique vieux shérif à la veille de sa retraite qui tombe sur sa dernière grosse enquête avant de partir. I'm too old for this shit. Exactement. I'm too old for this shit. I'm only two weeks from retirement. Bref, il va essayer de l'attraper avant que le pire n'arrive. Puis là, ben, je sais pas si c'est un peu un punch du film. Je dirais pas s'il réussit. Là. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous laisser le découvrir. Mais c'est un film qui prend son temps. C'est pas un film avec beaucoup d'action. Il y a des scènes qui sont un peu plus actives, mais c'est un film d'ambiance, c'est un film de texte, c'est un film qui raconte une histoire, c'est un film duquel on n'est pas capable de détacher son regard. C'est extraordinaire. Il y a un autre gros film qui lui aussi c'est une autre mention honorable qui est sorti la même année que j'ai réécouté cette semaine aussi, c'est There Will Be Blood, qui est aussi à sa manière une espèce de contemplatif, de néo-western aussi. C'est vraiment extraordinairement bon, There Will Be Blood, mais moi je pense que le meilleur film a gagné l'Oscar cette année, c'est cette année-là. Puis le meilleur film, c'était No Country for Old Men. C'est un film qui a... C'est extraordinaire. Nominé à Cannes, remporte l'Oscar du meilleur film. Honnêtement, si vous n'avez pas vu ça, c'est vraiment une histoire simple. Encore une fois, la temporalité est courte. Ça se passe sur quelques heures, pendant 2 jours, je pense, essentiellement. Les frères Coen, c'est toujours un point de départ fucking simple. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, ils ont volé mon tapis. Ouais, c'est ça. C'est toujours simple, puis c'est tellement... C'est tellement bien imbriqué que t'es plus capable de débarquer. Mais tu sais, le gars, il a trouvé du cash, il y a du monde qui sont fait tirer dessus, puis ça vire en... Ça vire en... Bref, un excellent néo-western. Une autre recommandation, mention honorable, qui n'a pas fait la coque, mais qui a failli. Hells on High Water, qui est aussi un néo-western avec Chris Pine, puis... Jeff Bridges, qui a failli faire la liste aussi. Ça aussi, c'est extraordinaire. Ce film-là me fait beaucoup penser à No Country for Old Men. Bref, il y a toute eu une espèce de période au tournant des années 2000 où ces films-là sont devenus très populaires. Moi, je pense que c'est dans les meilleurs films, ça aussi, des 25-30 dernières années, puis un des meilleurs westerns de tous les temps. No Country for Old Men. Si vous avez jamais vu ça,
dépêchez-vous, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Bon, là, on s'en va encore dans du gros stock. C'est le seul film de Quentin Tarantino qui a fait la cote. J'ai parlé tantôt de Hateful Eight qui est aussi exceptionnel, là, il fallait que je prenne des choix difficiles. Je pense que j'ai eu plus de difficultés à faire cette liste-là que celle des Western Spaghetti. À ma grande surprise, là, je veux dire, pour moi, les 10 Western Spaghetti à avoir vu, c'était assez clair. Les 10 Western contemporains, j'ai eu bien des déchirements internes. Fait que j'ai pas mis The Hateful Eight, même si je considère que c'est un des très très bon film. Moi, j'aurais pas un ranking classique de Tarantino, même si je les trouve tous excellents. Reservoir Dog est pas dans le top de mes films de Tarantino pour ma part. Par exemple, Hateful Eight est assez élevé. Inglourious Bastard, évidemment. Mais ce film-là, probablement, d'après moi, la position numéro 3 des films de Tarantino. Donc, numéro. C'est quoi ton numéro 1? Kill Bill. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est là qu'on ne pas être pareil. Là. Kill Bill, dans son ensemble, The Whole Bloody Affair, là, que j'appelle. Ouais. Kill Bill, c'est le numéro 1 de Tarantino. Numéro 2, Once Upon a Time in moi, Hollywood. c'est mon numéro 1. Ouais. C'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Once Upon a Time in Hollywood. Et numéro 3, Django Unchained. Django Unchained, pour moi... Bon, là, encore une fois, Tarantino étant Tarantino, on est... Bon, c'est sorti en 2012, réalisé, écrit, produit par Quentin Tarantino, mettant en vedette Jamie Foxx dans le rôle de Django, Christopher Waltz dans le rôle de Dr. King Schultz et Leonardo DiCaprio dans le rôle de Calvin Candy, Samuel L. Jackson dans le rôle de Stephen, Kerry Washington dans le rôle de Brumilda von Schaft, Walton Goggins dans le rôle de Billy Cash, Dennis Christopher, James Raymart et un cameo de Franco Nero qui jouait Django dans le film Django de Sergio Corbucci. OK, là, c'est comment parler de ce film-là? Bon, premièrement, c'est un film de Tarantino. Donc là, vous dire la quantité de références dans ce film-là, je pourrais faire 2 épisodes uniquement là-dessus. De manière générale, c'est un hommage au cinéma de Western Spaghetti, plus précisément le cinéma de Sergio Corbucci, comme je vous expliquais la semaine dernière. Donc, sur les thèmes exploités, sur le discours clairement antiraciste, antifasciste, le niveau de violence qui est utilisé. Donc là, on est vraiment dans les termes de Corbucci, mais il y a aussi des références à Leone. Il y a aussi des références au cinéma américain. Hein? On a parlé de Two Mules for Sister Sarah. La tune titre de Two Mules for Sister Sarah est réutilisée dans ce film-là. Il y a un paquet de trucs complètement modernes et contemporains aussi qui sont utilisés dans ce film-là. Il y a des tunes de rap. On est dans le mélange des genres. On est en dehors des époques classiques pour les films de gangsters, les films de western. Les films de western, ça se passe habituellement au plus tôt pendant. Tu sais, tu disais souvent c'est moins western quand il y a des chars. C'est moins western quand c'est avant la guerre de sécession aussi. Ouais. Puis là, on est 2 ans avant la guerre de sécession là-dedans. Je voudrais tellement pas être à ta place parce que moi, là, ce qui caractérise le plus le cinéma de Quentin Tarantino, là, c'est que c'est tellement élevé à déballer. Ouais, c'est ça. Tu sais, raconte l'histoire de Pulp Fiction à quelqu'un dans le métro. Non, mais tu sais, on la sait, on la voit, l'histoire. Ouais. Mais c'est tellement difficile à déballer. Il y a tellement de pleurs d'oignons. Tu sais, il y a Brumilda, il y a quoi que cela, c'est une des plus linéaires quand tu y penses. Ben, oui, mais... Qu'est-ce qu'on suit? On suit Django, qui est un esclave, ouais. qui se fait acheter par un Allemand qui est un chasseur de primes, ouais. Parce qu'il provient d'une plantation... C'est un des moins pires. Parce qu'il provient d'une plantation qui a engagé 2 desperados dont le chasseur de primes est à la recherche. Ce chasseur de primes-là est un Allemand
antiraciste. Il y a clairement un niveau de commentaires intéressants. Ben oui, il y a une joke là-dedans. Qui est contre l'esclavage, puis qui va proposer à Django, si tu m'aides, je vais te libérer, puis je vais te faire de toi mon partner, puis tu vas t'apprendre le métier de chasseur de primes. Puis après un hiver fast où ils vont appréhender un paquet de gens recherchés puis faire une petite fortune, ils vont partir dans l'objectif de libérer la femme de Django, qui est prisonnière d'une des plus grandes et plus terribles plantations du Mississippi, qui est l'État qui traite de manière le plus déshumanisante, horrible, les afrodescendants qui sont soumis à l'esclavage. Et là, c'est là qu'on arrive dans le cœur du film, sur la plantation de Calvin Candy, qui est joué par Leonardo DiCaprio. Et à mon avis, c'est son plus grand rôle. C'est son plus grand rôle. Je veux dire, on parlait, c'est du niveau de Javier Bardem dans No Country for Old Men, à quel point c'est un grand méchant, ce personnage-là. Puis c'est une de mes plus grandes colères contre les Oscars, parce que les deux étaient en nomination pour meilleur acteur de soutien, Christopher Waltz et Leonardo DiCaprio. Christopher Waltz avait gagné de manière évidente pour Hans Landa dans Inglourious Bastard. Je pense qu'il est exceptionnel comme d'habitude là-dedans, mais je pense que Leonardo DiCaprio, c'est une des performances à l'écran les plus incroyables de sa vie et de l'histoire du cinéma en général. La scène du crâne où il essaye de décrire qu'ils ont comme une espèce de gêne qui mène à la soumission qui est remarquable t'as le goût de le tuer. Il meurt de manière beaucoup trop gentille, mais en même temps, tu te sens tellement libéré. Il y a comme tes épaules qui décripsent quand il meurt à chaque fois. Tu fais comme « Ah, enfin, il est mort. Enfin, il va fermer sa calice de gueule, de calice de raciste, de sudiste aux dents pourries, du tabarnak. » Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un personnage détestable. C'est une performance. C'est mon acteur préféré. Mon acteur préféré, c'est Leonardo DiCaprio. Dans la vie, mon acteur préféré, c'est Leonardo DiCaprio. Et je le déteste là-dedans. J'ai le goût de le tuer. Je veux dire, habituellement, il y a quelqu'un qui parle de Wolf of Wall Street. C'est bon, Wolf of Wall Street. Il joue un pourri là-dedans. Mais je l'aime, moi, dans The Wolf of Wall Street. Il est sympathique. Il est sympathique là-dedans. J'ai juste envie de crever les yeux puis de le faire souffrir. C'est comme Robert De Niro dans, comme tu parlais tantôt, Killer of the Flower Moon. Robert De Niro aussi, c'est probablement mon deuxième acteur préféré de tous les temps. Puis dans Killer of the Flower Moon, je me vois en train d'y massacrer la tête avec une masse. Tu sais, je veux dire, puis ça, c'est des niveaux de jeu qui m'impressionnent. C'est-à-dire, je connais cet acteur-là, j'aime cet acteur-là, je sais que c'est un personnage, puis je suis pas capable de m'empêcher d'avoir des envies violentes et agressives. Tu ferais une nuit en prison pour pouvoir lui donner un coup de pelle d'en face. Exact. Puis pour moi, c'est une performance qui est grandiose. Bref, mais l'histoire est super simple, assez linéaire. Fait que c'est la rencontre entre deux personnages, leur partnership, puis l'espèce de quest finale. Puis c'est toute une espèce d'allégorie d'un conte, tu sais, puis il y a une scène où, dans le fond, j'ai réalisé ça cette année en l'écoutant, il y a une scène où le personnage de Christopher Waltz raconte un conte classique allemand à Django, puis c'est la structure narrative du film. Puis, et puis d'ailleurs, la principale personnage dans ça, c'est Brumilda. Exact, oui, c'est ça. C'est l'histoire classique de Brumilda qui se fait sauver par son chevalier sur un cheval blanc. À la fin, Django, il y a un cheval blanc. Puis il faut ajouter aussi que Django passe d'esclave démuni, sans moyens, détruit, au Michel-Ange du chasseur de primes. Là, le gars, c'est une machine, puis tout. Fait que, c'est tout the ça. The fastest gun in the South. Ouais, c'est ça. Bref, Django Unchained, c'est à voir, c'est à revoir. Il faut le réécouter le plus souvent possible. C'est un des plus grands westerns de tous les temps. C'est pour ce genre de film-là que j'aime, que je trippe autant sur le cinéma. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça a réussi à... pas ça a réussi, mais ça a réussi à faire? C'est que là,
après avoir vu Tarantino, tu sais, rendre hommage à peu près à tous les styles, puis tout ça, puis là, il décide, bon, je m'attaque au style western, à la niche western. Qu'est-ce qui arriverait si Quentin Tarantino décidait de faire un film de science-fiction? Qu'est-ce qui arriverait si Quentin Tarantino... C'est ça qu'on veut dit. tous voir. Oui, parce qu'il a choisi ses projets. Il ne fait pas un film par année, lui. Il faut que ça aille tente, faut qu'il ait le temps de l'écrire, faut que... Fait que moi, là, demain matin, moi je capote sur... Pas juste sur son œuvre, mais... Bon, il n'est pas parfait, là, mais le gars, l'artiste, là, je suis d'accord. Il botche rien, il y a toujours de la finesse, il y a toujours des hommages, il y a toujours des 14e degrés. C'est grandiose. Voilà. Puis c'est aussi ce qu'il se permet de faire là, qui est impressionnant aujourd'hui. Là, c'est-à-dire, tu sais, puis plus ça avance, pire c'est, mais tu sais, ça, c'est un western pour les amateurs de western dans ma tête. T'sais. Tout le monde va apprécier ça. Je pense que c'est ça aussi qui est incroyable. Là. C'est que tout le monde, même quelqu'un qui n'a jamais vu de western, il va voir Django Unchained, il capote. Mais quelqu'un qui aime le cinéma de western, je veux dire, à plusieurs fois dans le film, tu as le goût de crier. Là, je veux dire, c'est ça un peu, moi, la quintessence de ça a été Once Upon a Time in Hollywood. Là, je veux dire, j'avais l'impression qu'il avait fait un film pour moi. J'avais l'impression qu'il s'est dit qu'est-ce que Maxime il aimerait que je mette dans mon film. Il l'a fait. Fait que là, j'étais au cinéma, je faisais juste faire j'étais comme un enfant surexcité. Tu sais, quand Leonardo DiCaprio arrive en Virgil Hills puis qu'il refait la scène de. Je veux dire, je braillais. Puis Django Unchained, c'est vraiment là où ça commence à être ça. Je veux dire, ça commence à être là. Genre, je vais faire des films dans lesquels les références là, vont être ultra deep. Là, il y a toujours eu ça. Là. Mais là, c'est là où il commence à mettre une couche supplémentaire. La scène de DiCaprio qui scrape sa scène du méchant dans le. Quand il fait le heavy dans le. Écoute, là, c'est de la haute voltige de comédien, là, d'acteur. Là, c'est juste. Quand il braille avec la petite fille qui lit ses. C'est écœurant. Hein? C'est juste. En tout cas. Ouais, je pense que je vais l'écouter à soir. Ouais, je pense que moi aussi, je vais le réécouter bientôt. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle des westerns, puis il en reste 3 fucking bons à écouter. Donc, on revient au frère Coen. On est allé au frère Coen, on a pris une pause pour aller vers Tarantino, puis on revient au frère Coen. Ça, c'est probablement... Là, le film que je vais dire, c'est... Moi, je pense que c'est le meilleur... western encore à ce jour des années 2000. Donc, je considère que ça surpasse même Django Unchained. Je pense que c'est un moment du genre. C'est un remake. L'original a fait la cote dans les 10 dans mon premier épisode sur les westerns. Donc c'est un film que l'original je le trouve exceptionnel. L'original, je trouve que c'est le meilleur film de western mettant en vedette John Wayne. Donc c'est pas rien. Un des là, peut-être pas mais un des avec The Man Who Shot Liberty Valance. Mais je considère que le film que les frères Coen en ont fait est encore meilleur. Je pense qu'en tout point, le remake a surpassé l'original. Donc, je parle effectivement de True Grit, ce qui est sorti en 2010, écrit et réalisé par Joel et Ethan Coen, mettant en vedette Jeff Bridges, Matt Damon, Hailey Steinfeld, Josh Brolin, Barry Pepper, Dakin Matthews, Paul Ray, Elizabeth Marvel. Bref, True Grit. Bon, là, je ne referai pas l'histoire, je l'ai déjà raconté. Là, c'est la même histoire que l'original. Donc, c'est cette jeune fille dont le père a été tué par un de leurs employés qui, en fait, était un desperado qui se cachait, qui se cherche un shérif pour partir à sa recherche dans les territoires autochtones du nouvel État de l'Arkansas et l'histoire est à propos de la relation qui va se développer entre elle et le personnage de Rooster Cogburn, mais aussi le personnage de LaBeef, qui est un Texas Ranger qui les deux essayent d'attraper le personnage de Tom Chaney qui est joué par Josh Brolin. Donc c'est la même histoire. C'est les mêmes événements, ça se termine de la même façon.
pourquoi je considère que ce film-là est meilleur? Ben, premièrement parce que, bon, pour moi, la trame sonore, la musique dans ce film-là est juste extraordinaire. Extraordinaire. Une des meilleures trames sonores de films de western de tous les temps. La cinématographie largement supérieure à l'original. Les dialogues entre les personnages incroyablement plus poussé. C'est beaucoup plus fidèle au roman que l'original. C'est beaucoup moins au drôle. Puis là, je conserve tout ce que j'ai dit de bien sur l'original. C'est juste pour moi, c'est dépassé. Les méchants sont plus méchants. Les héros sont plus héroïques. Les scènes de poursuite sont plus impressionnantes. De manière générale, ce film-là surpasse l'original. Jeff Bridges, là-dedans, est à son niveau, un niveau de... Il nous touche, tu sais, le personnage là, du US Marshal déchiré par l'alcool, par une vie de violence qui clairement lui laisse des marques, qui a rien à lui, qui a rien d'autre que sa capacité à pister du monde, à retrouver du monde, à leur tirer dessus, mais il y a pas de maison, tu sais, il y a rien bâti, il y a pas de famille, il y a rien, la relation d'un peu de rôle paternel qui va développer avec le personnage de Matty. Hailey Steinfeld, qui est, à mon avis, une des meilleures actrices de sa génération, qui est incroyable dans tous les rôles qu'elle fait, qui a à peine 14 ans dans ce film-là, quand elle tourne ce film-là, qui est juste extraordinaire. Ce film-là, à des moments, est drôle, à des moments, est triste, à des moments, il nous surprend. Il y a même la fameuse scène weird qu'il y a dans tous les films des Coen, c'est-à-dire là, quand l'espèce d'apothicaire avec la peau d'ours débarque d'on sait pas où. Là, c'est une espèce de moment surréaliste qu'il y a dans l'ensemble de ces des films des frères Coen. Franchement, j'en parle moins longtemps parce que j'ai déjà fait l'exposition générale de pourquoi cette histoire-là est hyper touchante. Mais si vous avez écouté l'original, écoutez ça, vous allez voir, c'est extraordinaire. Si vous n'avez jamais écouté l'original, puis qu'il y en a, je voulais dire lequel des deux je devrais écouter, écoutez-lui. Écoutez le remake des frères Coen de 2010. C'est un western exceptionnel. C'est une histoire qui est grandiose. Puis pour ceux qui voudraient avoir tout vu, tout lu, c'est un roman, True Grit, qui est aussi exceptionnel. Mais bref, un de mes films préférés des frères Coen, une des meilleures versions de cette histoire-là. True Grit 2010. Donc, voilà. Les deux derniers films dont je vais parler pourraient s'interchanger. Je pense que Martin, toi, t'es aurais mis dans un ordre inverse, mais il aurait été premier et deuxième aussi. Ouais, mais tu sais, un poil entre les deux, là, parce que c'est deux monuments. Ouais. Donc, c'est les deux films qui ont relancé le genre au début des années 90. C'est deux films qui, 2 ans d'intervalle, ont gagné le score du meilleur film chacun à leur année de manière très méritée. Celui dont on va parler l'a gagné contre pas un petit film, là, c'est-à-dire Goodfellas de Scorsese, là, qui est un classique parmi les classiques. Un qui est une fresque historique, un épique, ce que j'appelle un period piece épique complet, et un autre qui est un hommage incroyable au western spaghetti par la star et l'icône des western spaghetti. Donc c'est un film classique de western américain et un western spaghetti, les deux contemporains. C'est les deux meilleurs exemples du genre et parmi les meilleurs films qui ont été faits dans les 40 dernières années. Par souci de ne pas divulgacher, je vais juste te dire pourquoi moi j'aurais choisi l'ordre inverse, mais je dirais pas le film. C'est parce qu'il y a un film qu'il a fallu que la personne se batte pour le faire. Ouais. Fait que moi, c'est juste à cause de ça que j'y donne le nudge, tu sais, mais ça veut pas dire que l'autre est pas aussi grandiose, important, incroyable, mais celui-là, c'est parce que, tu sais, il y a eu littéralement du sang pour que ce film-là existe. C'est rien que ça, parce qu'à leur face même, je peux pas en choisir un, tu sais, c'est impossible. Très difficile, très difficile. Fait que le prochain film, c'est probablement peut-être le film préféré de Ludovic Bourdache qui va être avec nous la semaine prochaine avec son acteur préféré. Un film qui nous a renversé jeune, que j'ai réécouté la version longue il y a une semaine et demie, puis je suis même pas capable de vous dire qu'est-ce qu'ils ont coupé de la version courte.
en tout cas, c'est juste extraordinaire. C'est Dance with the Wolf, sorti en 90, écrit par Michael Blake, réalisé et produit par Kevin Costner, un film dans le fond dans lequel il a fallu que Kevin Costner se débattre dans l'eau bénite, comme on dit, pour réussir à nous le mettre sur grand écran. Inspiré d'un roman qui est un best-seller aussi, gagnant d'un prix Pulitzer, là, si je me comprends ou je me trompe pas, ou Goncourt. Costner a dit qu'il y a même des films qu'il a accepté de faire, que ça ne tentait pas, juste pour cacher le cachet pour le mettre dans ce film-là. C'est monumental, mais c'est ça, je te laisse aller, là, sinon... Donc, ça met en vedette, évidemment, Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney et Grant, Floyd Red Crow Westerman, Tantu Cardinal, Charles Rocket, Robert Pastorelli, Maury Chakins, Jimmy Herman, Michael Spears. Qu'est-ce que ça raconte, Dance with Wolves? Ça raconte, grosso modo, on suit le lieutenant Dunbar, qui est un officier de l'Union, là, dans le fond, l'armée qu'on appelle les Yankees, l'armée du Nord, là, pendant la guerre de sécession, qui va se faire blesser pendant une bataille décisive. Et suite à son rétablissement, il va se faire offrir une position qui devait normalement être un peu à la fois difficile, mais plutôt tranquille et peinarde, là, puis un peu pour se faire oublier. C'est-à-dire, il doit tenir un poste tout seul à la frontière du territoire autochtone. Puis il est lâché littéralement tout seul. Là. Dans le fond, il est complètement seul dans un petit camp dans lequel il y a une place pour habiter, pour des équipements pour aller chasser, se faire à manger, etc., etc. Et il doit prendre des notes et monter la garde pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe chez les Premières Nations qui vivent dans ce coin-là. Il va se lier d'amitié, notamment avec un loup qui va être le premier qui va un peu être curieux de sa présence, mais surtout avec la nation autochtone présente sur le territoire. Donc, le film c'est un long développement de la relation de confiance entre le lieutenant Dunbar et la nation autochtone à travers un paquet de scènes complètement épiques. La scène la plus épique, c'est la chasse au bison. C'est de cette manière-là que le lieutenant Dunbar va développer la confiance avec la nation autochtone. Et évidemment, comme on peut s'y attendre dans ce genre de scénario-là, c'est au moment où il va réussir à vraiment créer un contact et qu'il va développer une amitié sincère, un amour sincère avec cette populace-là, que les hommes blancs vont venir tout scraper son beau travail et prendre toutes les pires décisions basé sur les pires préjugés et faire les pires moves les uns après les autres. Et le dénouement du film, c'est sur comment il va essayer de préserver cette relation-là et tout le travail qu'il a fait lorsqu'il était seul, malgré ses idiots de militaire. Grosso modo, c'est une histoire assez classique. C'est un arc narratif assez classique, mais qui est raconté d'une manière tellement touchante, qui est joué d'une manière tellement juste, tellement vraie, qui donne une place à des acteurs, des actrices issus des Premières Nations incroyables et qui a parmi les plus belles séquences jamais filmées dans l'histoire du cinéma, à mon avis. Dance with the Wolf, c'est tout un film, c'est à voir, c'est à revoir, je vous le recommande fortement. Je l'ai réécouté dernièrement et je me suis demandé pourquoi est-ce que je le réécoute pas plus souvent. J'imagine que tu as quelque chose à ajouter, Martin. Toi, c'est juste moi c'est dans mon top 5 là, puis tu sais c'est le genre de film que tu fais jouer pour rien. Puis là, tu sais, je sais pas, tu t'apprends à faire ton ménage, tu mets Dances with Wolves, puis tu te tournes, c'est beau. Hey, la toune est bonne. Hey, c'est touchant. Hey, tu sais, l'allégorie là-dedans, c'est qu'il y a un loup qui vient visiter Dunbar. Puis Dunbar, c'est le loup des Autochtones. Oui, Dance with Wolves, c'est son nom. Oui, parce que ça devient comme son animal de compagnie. Puis tu sais, regarde, rappelle-toi la scène, le loup qui a, pendant toute une journée, ça dure, elle est longue la scène, là, il avance de 5 pieds, genre, à chaque fois. Ben, c'est la même chose qu'Kevin Costner avec les Autochtones.
Mais c'est la même chose, la même situation, mais c'est le volet humain en arrière de ça. C'est vraiment, la trame sonore est écœurante. Oh oui. La scène de la chasse au bison, c'est juste épique. C'est vraiment un astuce de bon film. Oh, alors, c'est probablement à ce jour son meilleur film. Aussi, tant comme acteur que comme réalisateur. C'est un masterpiece. C'est un des plus grands films jamais faits. Si vous avez jamais vu ça, dépêchez-vous. Et voilà, on est arrivé au top de ma montagne, un des films qui m'a le plus jeté à terre dans ma vie, que j'écoutais juste parce qu'il y avait... Au début, quand je l'ai loué, j'ai fait « Ah, un western avec Clint Eastwood, c'est ça, je vais aimer ça, parce que c'est Clint Eastwood et c'est un western. » Mais j'étais pas prête à ce que j'allais voir, j'étais pas prête à l'impact de ce que ça allait, de ce que ça allait avoir sur moi. C'est là que j'ai compris le génie de Clint Eastwood comme artiste, comme réalisateur. À mon avis, puis je pense qu'il a fait plusieurs bons films, là, Clint Eastwood comme réalisateur, mais celui-là, c'est son meilleur, c'est son plus réussi, puis c'est son plus marquant, et de loin, et ça va, à mon avis, maintenant que je veux dire, il va bientôt avoir 100 ans, là, le vieux monsieur. Je comprends qu'il en a sorti un encore cette année, mais bref, je pense pas qu'il va... Écoute, il pourra encore nous surprendre, mais je pense que ça va rester son plus grand film à vie. C'est évidemment, et puis je voyais Lady Cat qui disait « J'espère qu'on va en parler ce soir ». Et oui, on en parle, évidemment. Donc, le numéro 1 de mon palmarès des 10 westerns contemporains que devrait y avoir vu, c'est évidemment Unforgiven. Unforgiven, qui est sorti en 92, récipiendaire de l'Oscar du meilleur film, ça aussi. Réalisé par Clint Eastwood, scénario de David Webb People, mettant en vedette Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Saul Rubinek, James Woolvett, Frances Fisher, Anna Thompson, Rob Campbell, David Mucci. Donc, Unforgiven, c'est un western spaghetti. Je comprends que ça n'a pas été réalisé par un Italien, c'est une production américaine, mais c'est un western spaghetti. C'est tous les codes du western spaghetti sont dans ce film-là. C'est fait par la légende du western spaghetti, Clint Eastwood. Je pense qu'il a vraiment voulu faire un film. Il a beaucoup fait ça là, comme réalisateur. Là, on n'a rien qu'à prendre à High Plains Drifters, Josey Well, Outlaw, celui où il joue un prêtre là aussi. C'est assez western spaghetti comme le nom m'échappe là. Il joue un prêtre là. C'est un film de cowboy dans lequel il joue un preacher, mais qui est en même temps un gunslinger. S'il y en a qui s'en souviennent là, du film dont je parle, c'est pas celui-là. Mais bref, Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui, quand il est devenu un réalisateur puis qui a fait des westerns, il a essentiellement fait des western spaghetti. We Boston Pat, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford est une mention honorable que je recommande à tout le monde, mais qui n'a malheureusement pas fait la cote ce soir. Qu'est-ce que ça raconte, Unforgiven? Ça raconte l'histoire classique d'un vieux gunslinger qui a fini par s'établir, qui a fini par un vieux outlaw, qui a fini par avoir une famille, ouvrir une ferme, puis qui aujourd'hui essaie de vivre une vie rangée, puis d'être une bonne personne par amour pour ses enfants, mais qui est grosso modo pauvre comme Job. Puis un jour débarque sur sa ferme une espèce de jeune ambitieux qui veut lui aussi devenir une légende de l'Ouest, puis qui arrive avec une proposition alléchante, c'est-à-dire un montant d'argent offert par des prostituées dans une ville pour tuer quelqu'un qui a été épargné par le shérif local, mais qui a défiguré une des prostituées. Puis dans le fond, je pense que c'est pour 2000 $. Ce 2000, c'est une partie de cet argent-là, ça l'aiderait beaucoup. Donc il accepte la proposition du jeune homme qu'on va découvrir être tellement myope qu'il est incapable de tirer quelqu'un. Puis il va chercher un de ses vieux partenaire, vieux acolyte qui est joué par Morgan Freeman, qui lui est comme un tireur tellement précis là, que comme il y a personne qui vise mieux que lui là, qui est comme un peu c'est comme le pouvoir, on a tout le temps le tireur le plus rapide, mais tu sais genre celui qui tire le plus précisément, c'est rare ça comme attribut dans le marksman. Le marksman, mais bref, Morgan Freeman joue ça. Puis là bref, ils vont arriver dans cette ville là, puis là il y a le personnage classique de Gene Hackman, c'est-à-dire cet ancien
ancienne canaille qui est devenu shérif, puis qui est un shérif corrompu et complètement violent, qui est un fasciste, grosso modo, là, je veux dire, c'est un fasciste, le personnage de Gene Hackman. Puis ben bref, le film va être à propos de comment le personnage de Bill Money, qui est joué par Clint Eastwood, va finir par, de manière désintéressée, donc on comprend qu'à la fin, il n'y aura pas l'argent à accomplir sa tâche, et finalement aussi l'affrontement entre son personnage et celui de Gene Hackman, parce que Gene Hackman et lui, ils vont avoir toute une espèce de relation autour du fait que Gene Hackman dit, tu penses que t'es mieux que moi mais t'es pas mieux que moi. Moi, je suis mieux que toi. Moi, je sers la loi maintenant. Toi, tu t'es juste caché dans ta ferme, mais au fond, t'es resté le même. Regarde, à la première occasion, t'es revenu, puis tu viens ici dans l'objectif de tuer quelqu'un. Tu te racontes que tu veux tuer quelqu'un de violent, mais ces filles-là, ils l'ont cherché. Puis bref, c'est un personnage qui est horrible, le personnage de Gene Hackman, parce que c'est un méchant, mais c'est un méchant aux allures sympathiques à plusieurs moments. Il fait des farces, il y a une espèce de distance par rapport aux horreurs qu'il dit puis qu'il fait qui est vraiment extraordinaire. Bref. Tu sais, moi, Clint Eastwood, là, pour ce film-là, puis je veux pas faire mon péteux de brou littérature, là, mais moi, je trouve que c'est L'étranger d'Albert Camus. Clint Eastwood, c'est le gars qui est victime de ses circonstances. Il a dit qu'il le ferait, fait qu'il continue. Je l'ai tué parce que j'avais le soleil d'en face. C'est ça. Tu sais, c'est L'étranger de Camus en western à la sauce. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je serais d'accord avec cette analyse-là. C'est vraiment intéressant. J'avais jamais pensé. Je pense que je vais le réécouter une deuxième fois une semaine juste pour le regarder sous cet angle-là, je pense. Mais bref, Unforgiven, c'est unforgettable. Je veux dire, tu peux pas... moi, c'est pas un film que j'ai vu si souvent que ça dans ma vie. Genre, je veux dire, ça se compare pas, mettons, à Tombstone ou à même Dance with Wolves. C'est un film où il faut que tu t'assoies puis là, tu te concentres sur le film. C'est vraiment pas un film d'ambiance. C'est un film qui est lourd. C'est un film qui est pesant. C'est un film qui laisse une marque. C'est un film qui fait réfléchir. Mais c'est un film dont j'ai plus de souvenirs que beaucoup de films que j'ai vus vraiment souvent. C'est un film qui te reste dans la tête, qui t'habite pendant plusieurs jours, qui pose des questions éthiques épouvantables, qui a des dialogues avec peu de mots, mais qui te chamboulent. Bref, si vous avez jamais vu... T'es hanté par ce film. Exactement, t'es hanté par ce film-là. Puis si vous avez jamais vu ça, ben là, il y a une partie de moi qui vous juge, puis il y a une partie de moi qui vous envie. Dépêchez-vous à écouter Unforgiven. Donc voilà tout le monde, voilà Martin, voilà nos presque 100 amis qui sont restés tout au long de cet épisode-là. C'est un des épisodes où on était le plus en direct. Merci d'avoir été là. Ça fait maintenant les 30 westerns. Vous connaissez maintenant les 30 westerns, des 3 moments clés du genre western, c'est-à-dire l'époque de l'âge d'or, les western spaghetti, les westerns contemporains que je pense que vous devriez avoir vu si vous êtes pas familier ou familière avec le genre. Je pense que si vous écoutez ça, vous allez avoir un bon survol de ce qui est essentiel d'avoir vu, à mon avis. J'ai vraiment eu... Ça m'a pris du temps, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à préparer ces épisodes-là. J'ai hâte de faire l'épisode de la semaine prochaine avec Ludo. Je pense que ça va être super intéressant de regarder l'année où il y a 2 westerns qui sont sortis sur le même sujet. Puis qu'il y en a un qui a largement enterré l'autre. Parce que ça a un peu été un flop, Wyatt Earp, malheureusement. Mais bref, moi, tu sais, à toutes les fois qu'il y a un film western qui sort, comment dire, même si c'est pas une grosse production, je vais le voir. Il y a plein d'autres mentions. J'ai vu The Kid dernièrement avec Chris Pratt. Puis mon Dieu. J'ai oublié le nom, là. C'est celui qui joue dans Training Days avec Denzel Washington. Là, voyons. Ethan Hawke. Ethan Hawke, là, qui est à peine sur Billy the Kid, mais qui est plus sur Pat Garrett, finalement, que j'ai trouvé très bon. Le remake de Magnificent Seven aussi, que j'ai beaucoup aimé. La série qu'il y avait eu avec Sutherland aussi, Young Guns. Ah oui, Young Guns, oui, c'est vrai. J'ai les deux ici. Ça a la trame sonore de bonne... Oui, ça a mal vieilli. J'ai réécouté, j'ai fait le saut, j'ai fait comme...
Ouais, avec Bon Jovi à la trame sonore. C'est étrange. Ça, c'est un peu moins bien vieilli, mais ça vaut la peine d'être vu aussi. Bref, le cinéma de western, je pense qu'il va continuer à avoir des westerns. C'est le plus vieux genre. C'est le genre qui a fondé, créé Hollywood, à mon avis. C'est en termes de cinéphiles, c'est Les Princes de la Gâchette avec Emilio Estevez. C'est exactement ça. C'est Young weird Guns. comme titre. Ah non, c'est comme semi sur l'histoire de Billy the Kid. C'est fucké. Avec toutes les tropes, là, tu sais, le chum Première Nation, avec les cheveux longs, le chapeau. Puis il y a un 2, tu sais, en tout cas. Je me souviens encore moins du 2 que du premier. Mais bref, mon genre cinématographique préféré, mes 30 films préférés du genre, ça a été une joie de partager avec vous ça avec vous pendant 3 semaines. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez en écouter parmi ces films-là. On se retrouve la semaine prochaine avec Ludovic Bourdage où on reprend notre formule un petit peu plus classique. Sinon, je prépare des émissions spéciales pour le 8 mars. Je prépare une émission très spéciale pour le 1er mai. Je vais parler notamment d'un film que j'ai découvert cette année et que ça n'a pas de calice de bon sens que j'ai découvert ça cette année. Mais bref, je me juge et je m'envie moi-même parce que j'avais jamais vu ça puis j'ai trouvé ça fantastique. Bref, on revient la semaine prochaine, la semaine d'ensuite. Merci d'être là. On vous rappelle que quand vous ne pouvez pas être là en direct le vendredi soir à 18h, qu'on est disponible en rattrapage sur patreon.com/Tout-ce-qui TV. Ensuite de ça, on est sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les bonnes plateformes podcasts du Québec. On vous encourage à partager, à parler du show, à en parler avec vos amis, à partager les publications de Tout-ce-qui TV, à aller nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify pour qu'il y ait plus de gens qui entendent parler de ce podcast-là. Attachez-vous, vous avez tout un Maya TV qui s'en vient avec les Godette Brothers, les 2 Godette Brothers, c'est-à-dire Tommy Godette et Martin Godette, qui vont regarder des films québécois. C'est ce que j'ai compris de l'explication de Martin de tantôt. Et merci d'avoir été là. Oui, Boston Pat, je vais ranger mon 6 coups. Je vais aller écouter d'autres choses que des films de western. J'ai écouté qu'à peu près rien que ça depuis 1 mois et demi. Je vais aller écouter d'autres choses, mais d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Dernière semaine où on parle de films de western. Ça va quand même être intéressant. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle fin de semaine. J'espère que vous avez réussi à sortir vos chars, des bancs de neige. Et on se revoit bientôt. Bonne soirée.